Le crépuscule s'étendait sur les ateliers de Sindelfingen, où les silhouettes des bâtiments se découpaient comme des lignes de fuite d'une perspective infinie. Au loin, le chant métallique d'une chaîne de montage résonnait comme le pouls d'une nation. Ce matin-là, les écrans géants de la salle de conférence étincelaient d'un bleu acier, et les cadres supérieurs, drapés de costumes gris, s'étaient assemblés autour d'une table ovale qui semblait attendre le prochain miracle. Dans le même hall, l'air était chargé d'une tension presque palpable. Chaque respiration se faisait complice d'une promesse. Ernst Daimler, le président, leva les yeux vers l'écran où défilait le croquis d'un nouveau modèle, un sedan aux courbes fluides qui devait devenir le fer de lance d'une génération. « Nous entrons dans l'ère du futur », déclara-t-il, et le mot se dissipa comme un souffle sur la vitre, tandis que les projecteurs dessinaient les contours d'un véhicule qui, à l'horizon, devait éclipser les rêves de la concurrence. Dans l'ombre de ce grand tableau, un jeune ingénieur, Hans-Jung Weiser, ajustait la cravate, ses doigts tremblant légèrement. Il venait de recevoir le cahier des charges d'une nouvelle division. Réduction des coûts de 30% sans compromettre les délais. La carte de la route était claire, mais le tracé était sinueux. Sa femme, Maria, l'attendait à la maison, dans leur petite cuisine où la lumière du réveil se reflétait sur les tasses de café. Chaque soir, elle l'écoutait raconter les progrès, les éclats de rire se mêlant à la peur d'un futur incertain. Le jour où le concept fut présenté aux investisseurs, l'auditorium se remplissait de murmures, comme une mer agitée sous un vent nouveau. Le chef de la division peinture, un homme à la moustache soigneusement taillée, présenta alors une innovation qui devait accélérer le passage à la chaîne. Un scellant époxy à séchage ultra rapide, décrit comme la solution miracle pour éliminer le temps de soudure traditionnel. Le public, avide de chiffres, applaudissait la promesse d'une réduction de 48 heures de travail par véhicule. Le budget 1992 fut signé en 3 minutes, et les feuilles de calcul se teintèrent de vert, couleur de la rentabilité. Mais dans le laboratoire, sous la lueur blafarde des néons, Hans-Jung observait les premiers panneaux appliqués. Sous le microscope, de minuscules imperfections apparaissaient, comme des pores microscopiques où l'air pouvait s'infiltrer. « Ce sont des interstices », murmura-t-il à son collègue. « Elles pourraient retenir l'humidité. » La réponse fut glaciale et mécanique. Nous n'avons plus le luxe de la patience. Chaque minute compte. Son regard se fixa sur la surface lisse, et il ressentit, sans le savoir, le poids d'une décision qui allait s'enfoncer dans l'acier. À la périphérie de la ville, la petite ville de Böblingen observait l'effervescence de l'usine comme un spectacle d'ombre et de lumière. Les ouvriers qui descendaient le soir rentraient chez eux en portant les traces de la chaleur du métal, leurs visages marqués par la dureté du labeur. Les familles, dont les enfants jouaient dans les cours, ne pouvaient imaginer que la même étincelle qui forgeait l'espoir pouvait, un jour, devenir la braise d'une tragédie. Le maire, lors d'une réunion municipale, félicita le projet, persuadé qu'il garantirait des emplois pour les décennies à venir, sans savoir que le temps comptait déjà contre la solidité du futur. Lorsque le premier prototype franchit la ligne blanche du test d'endurance, la scène était presque sacrée. Le véhicule, éclatant sous le soleil d'avril, avançait lentement, comme s'il voulait savourer chaque instant. La caméra s'attarda sur le capot, où la lumière se reflétait en éclats d'or, tandis que la voix off rappelait les mots prononcés 6 mois plus tôt. Nous sommes à l'aube d'une ère sans précédent, où chaque kilomètre sera le témoin de notre perfection. Au même instant, un technicien, les yeux fatigués, notait une légère décoloration près de la porte conducteur, une tache qui semblait absorber la lumière elle-même. La pièce se referma sur le regard de Hans-Jung, qui, dans le silence de l'atelier, sentit le poids d'un secret qui s'insinuait déjà dans la structure. Le crâne de la décision, la promesse d'une économie, avait déjà laissé une fissure invisible, prête à se diffuser comme une onde. Le spectateur, en se rappelant ce moment, est amené à interroger le fil qui relie l'ambition d'une entreprise à la réalité d'un seul homme qui, chaque soir, devait choisir entre la stabilité de son foyer et la pression d'un tableau de bord qui ne mentait jamais. Vous venez de découvrir les prémices d'une ambition qui a tout changé. Pensez-vous qu'une société peut réellement sacrifier l'intégrité d'un produit au nom du gain ?
Partagez votre avis dans les commentaires et dites-nous quelle décision vous aurait semblé justifiable, même si elle aurait mené à un compromis humain. Le présent se dissout, alors que la prochaine étape se profile. Comment le chantier de réduction des coûts s'est transformé en une course effrénée vers l'ombre, où les promesses de l'avenir se brisent contre la réalité du présent. Les mois qui suivirent le coup d'enveloppe du directeur des coûts furent une course effrénée contre le calendrier. Dans les couloirs du siège, les écrans projetaient des courbes de productivité qui grimpaient comme des feux d'artifice, chaque point bleu symbolisant une heure de production gagnée. Au même moment, les lignes de l'usine de Tindelfingen, anciennes comme le jour où les premiers moteurs à 4 cylindres sortirent de leur coffre, vibraient d'une cadence nouvelle, presque hallucinante. Le bruit des marteaux-piqueurs s'estompait devant le cliquetis régulier des machines à placer les panneaux de carrosserie. Un rythme qui, à première vue, promettait la naissance d'un modèle qui dominerait les rues européennes. Hans Jung, le dessinateur qui, il y a peu, affichait les dessins de son concept sur le tableau du conseil, vivait désormais deux mondes parallèles. Le soir, il rentrait auprès de Maria, qui l'attendait à l'entrée du garage familial, les doigts tachés de graisse, le visage éclairé par la lueur vacillante d'une lampe à huile. Elle lui parlait de la petite école de la ville, des enfants qui apprenaient à compter les étoiles, pendant que lui, en silence, comptait les boulons qui s'alignaient sur la chaîne d'assemblage. Chaque fois qu'il tournait la clé dans la boîte à outils, il ressentait la tension d'une promesse non dite, celle de livrer un véhicule qui ne fléchirait jamais, même sous la pression d'une décade de kilomètres. L'usine, pourtant, était déjà un théâtre où les acteurs avaient perdu la moitié de leurs répliques. En janvier, le directeur de l'ingénierie, un homme à la moustache taillée comme un trait d'encre, déclara que le nouveau procédé de jointure, baptisé Quick Seal, permettrait de réduire le temps de soudure de 10 heures par véhicule. L'outil, un pistolet à poudre époxy, déversait un filament argenté qui, une fois durci, scellait les panneaux comme une croûte de glace. Les chefs de chantier, soucieux de ne pas perdre la cadence, acceptèrent la solution sans une seconde vérification. Sous les néons, les opérateurs pressaient leurs mains contre le métal chaud, sentant parfois un frisson d'inquiétude qui s'évanouissait dès que le superviseur rappelait la directive d'un ton autoritaire. Ce même mois, dans la capitale, le ministre des Transports présentait à la presse un nouveau plan de subvention pour les voitures familiales, invoquant la nécessité de réduire les émissions et de stimuler la compétitivité nationale. Les chiffres défilaient à l'écran. Des économies d'échelle, des baisses de coûts de carburant, une part de marché qui grimperait de 5% chaque année. L'ensemble du secteur automobile se mit à rêver d'un futur où chaque nouveau modèle serait un symbole de progrès, où les usines seraient des temples d'innovation. Dans l'ombre, cependant, le département des finances, épuisé par les déficits publics, pressait les équipes à dégager des marges supplémentaires, à tout prix. Hans Jung se retrouva un soir, seul dans le laboratoire de validation, face à un échantillon d'acier fraîchement découpé. À la loupe, il découvrit une fine fissure, presque invisible, qui s'étirait le long du joint époxy. Il appela immédiatement le responsable qualité, un ingénieur à la voix grave qui, d'un geste, lui passa un rapport de conformité datant de 6 mois. « Nous ne pouvons pas nous permettre de retarder la mise en production », déclara l'homme, les yeux perdus dans le tableau Excel qui affichait les économies prévues. La proposition de revoir le procédé fut immédiatement écartée, comme un grain de sable dans un engrenage huilé. Dans la ville voisine, la petite communauté de machinistes se réunit autour d'une table de bois, les lèvres mouillées par le froid de février. Ils discutaient du futur de leur atelier, de la manière dont les machines plus rapides pourraient rendre leurs gestes obsolètes. Un des ouvriers, René, avait perdu son père l'année précédente dans un accident de chaîne. Cette perte le rendait plus vigilant. Chaque bruit anormal le ramenait à ce souvenir douloureux. Il partagea avec ses collègues une inquiétude qui, jusqu'alors, avait été tue. Le son d'un joint qui vibrait légèrement sous la pression du marteau, un bruit qui n'était plus simplement un bruit, mais le premier souffle d'un problème qui grandissait sous la surface. À la mi-avril, la direction annonça une nouvelle prime pour les équipes qui dépasseraient leurs objectifs de productivité de 3%. La salle des assemblages se transforma en un champ de bataille où chaque ouvrier cherchait à sauver sa part de bonus.
Les contrôles de qualité, jadis rigoureux, furent remplacés par des inspections visuelles de courte durée, la confiance placée dans la fiabilité de la Quickseal devenant un pari tacite. Les panneaux, maintenant liés par une couche d'époxy, semblaient prendre vie sous les lampes, comme s'ils absorbaient la chaleur ambiante pour la redistribuer dans leurs interstices. Mais la corrosion ne connaît ni calendrier, ni promesse. 6 mois plus tard, dans un atelier de réparation de la banlieue ouest de Stuttgart, un jeune mécanicien découvrit une tache brune qui s'étendait le long du bord d'une porte. Le responsable, en fouillant dans les archives, retrouva le premier rapport de l'ingénierie qui mentionnait les micropores du joint. Il réalisa alors que le problème était déjà inscrit dans les plans, caché parmi les lignes bleues du dessin technique. Le même jour, dans le bureau de Hans Jung, une notification s'afficha sur l'écran. Une alerte de l'équipe de recherche et développement signalait une anomalie chimique détectée dans les tests de durabilité. Le message était bref, presque cryptique, mais il portait une lourde conclusion. La solution retenue n'avait pas été testée à long terme. La pression montait, et les lignes de production se resserraient comme les mailles d'une toile d'araignée. Chaque jour, de nouvelles unités sortaient du bâtiment, leurs silhouettes luisant sous le soleil d'automne, tandis que les équipes de service, déjà débordées, recevaient des appels de taxi qui signalaient des fissures précoces. Dans les rues de la capitale, les conducteurs de véhicules de location observaient leurs voitures avec une méfiance grandissante, leurs yeux scrutant les coins des portières comme des cartes d'un trésor sombre. Leurs familles, au dîner modeste, échangeaient des regards lourds de questions. Combien de temps la garantie tiendrait-elle avant que les réparations ne deviennent impossibles à financer ? L'histoire de ce compromis, dissimulé derrière des graphiques de rentabilité, commençait à se répandre comme un murmure dans les couloirs de l'entreprise. Des ouvriers se réunissaient en groupe pour échanger des pièces de rechange, des techniciens partageaient des astuces pour retarder l'apparition des taches corrodées, tandis que les dirigeants, dans leur salle de réunion, feuilletaient les rapports financiers sans prêter attention aux signaux d'alarme qui s'accumulaient. Dans une petite cabane de la campagne, à quelques kilomètres de l'usine, la mère de Maria, Gertrude, préparait le dîner pour sa famille. Elle entendait les nouvelles à la radio, où le journaliste évoquait la montée du nombre de réclamations liées au nouveau modèle. Gertrude, qui avait vu son fils partir en guerre et revenir avec un bras cassé, sentit un frisson parcourir son dos. Elle pensa à la façon dont la guerre avait brisé des vies, et à quel point les décisions prises dans les bureaux pouvaient, par un effet domino, éroder la stabilité d'une communauté tout entière. Alors que la nuit tombait sur les ateliers, le système de ventilation de l'usine se mit à vibrer d'une fréquence inhabituelle. Un capteur, installé pour mesurer l'humidité, indiqua une hausse inattendue, comme si le métal lui-même exhalait un souffle de désespoir. Dans le bureau de Hans Jung, le tableau de bord affichait un indice de défaut qui n'était jamais arrivé auparavant. Un chiffre qui, s'il était ignoré, promettait de s'amplifier jusqu'à ce que le premier véhicule s'effondre littéralement sous la pression d'une course contre le temps. Et si le véritable danger ne venait pas du métal, mais de la confiance placée dans une économie qui ne valorise plus la prudence? Posez-vous la question. Combien d'autres projets se cachent derrière des promesses de réduction de dépenses au risque de sacrifier la solidité d'un produit? Partagez vos réflexions en commentaire. Racontez-nous l'histoire d'une décision qui vous a semblé logique à l'époque, mais qui, rétrospectivement, aurait pu être évitée. Votre expérience pourrait éclairer la prochaine génération d'ingénieurs avant que le même piège ne se referme. Dans la salle sombre du laboratoire, le même signal d'avertissement clignota une fois de plus, cette fois-ci avec une intensité qui ne pouvait plus être ignorée. Ce qui attendait les premiers véhicules livrés au taxi de la ville, le prochain jour, resterait à découvrir. Le jeudi où le tableau d'avancement du projet a été imprimé, le responsable de la ligne d'assemblage a présenté le nouveau protocole de collage. Nous allons remplacer le soudage par un joint d'époxy à séchage rapide, a-t-il annoncé, le regard braqué sur les chiffres qui défilaient à l'écran. Le calcul était simple, réduire le temps de passage de 35 à 25 heures, économiser 200 000 € de main-d'œuvre et surtout, respecter la contrainte de trimester imposée par le comité de réduction des coûts.
Le directeur de la production, souriant, a hoché la tête. C'est une victoire pour l'entreprise, a proclamé la voix du haut-parleur, tandis que les machines s'arrêtaient, prêtes à appliquer la nouvelle résine. Dans le laboratoire de matériaux, l'ingénieur de contrôle qualité, Klaus, a observé sous le microscope les couches microscopiques du joint. Un réseau de micropores apparaissait, comme un champ de sable fin où l'eau pouvait se glisser. Klaus a demandé s'il y avait une validation supplémentaire, mais la réponse a été immédiate. Les tests de résistance sont déjà approuvés, a répliqué le chef de projet. Le temps était compté, et la pression du calendrier ne laissait aucune place à la prudence. Quand les premiers véhicules ont quitté la chaîne, les conducteurs de taxi ont remarqué un léger bourdonnement sous le capot, comme une respiration anormale. Au 3e kilomètre, des taches brunes apparaissaient le long des soudures invisibles, s'étendant lentement comme une tache de café sur un vêtement blanc. Les ateliers de réparation ont reçu des appels incessants, les techniciens cherchant à comprendre une défaillance qui ne ressemblait à aucune autre. Un mécanicien, Thomas, a expliqué à la radio locale que le métal semble se décomposer de l'intérieur, même avant que la peinture ne montre le moindre signe de fatigue. Aucun service après-vente n'avait prévu de protocole pour ce type de corrosion interne. Dans le bureau de la direction, le directeur financier suivait l'évolution des coûts de garantie. Les chiffres, auparavant rassurants, se sont transformés en une avalanche de dépenses imprévues. Chaque véhicule réparé coûtait 1 000 € de main-d'œuvre supplémentaire, sans compter les pertes de revenus des taxis. L'objectif de réduction de coûts, qui avait semblé si logique, s'est détaché en une dette qui menait directement à la trésorerie de l'entreprise. La réunion de crise qui s'est tenue à la fin du mois a débordé d'interrogations sur la viabilité du modèle économique que l'on avait bâti sur la promesse d'un produit durable. Pour la communauté de Zinder, l'impact fut plus que financier. Le directeur de l'usine a annoncé une restructuration, et les ouvriers qui avaient construit leur carrière autour du montage se sont vus proposer des postes dans une ligne de production qui, selon les prévisions, ne survivra pas longtemps. Henri, dont la femme Maria travaillait déjà à l'usine comme emballeuse, a vu son salaire menacé, tout en entendant les plaintes de ses collègues qui redoutaient la faillite. Le soir du conseil des représentants du personnel, une femme a crié que les enfants de la ville allaient grandir sans école, car les taxes locales dépendaient des profits de l'usine. Les bactéries, appelées plus tard molles de l'époxy, profitaient de la humidité piégée dans les micropores pour se multiplier à une vitesse que les premiers ingénieurs n'avaient jamais envisagée dans un environnement industriel. Elles ont creusé des tunnels invisibles, affaiblissant la structure du châssis sans laisser de traces visibles. Même les tests d'endurance à la fatigue ont échoué à détecter la progression de la corrosion, car les protocoles traditionnels ne prenaient en compte que les contraintes mécaniques, pas les processus microbiologiques. Ce qui s'est produit ensuite a été le crescendo d'une tragédie que personne n'aurait pu prévoir. Le premier accident majeur, sur une route de campagne, a vu un taxi perdre son roue avant, la tige de support se fissurant sous la pression d'une charge qui aurait été supportée par un soudage complet. Le conducteur, un homme de 48 ans, est sorti de l'épave avec une jambe brisée, tandis que le passager, une infirmière de service, a vu son sac de médicaments se renverser, créant un chaos que les services d'urgence ont eu du mal à contenir. La presse a relayé l'incident avec la phrase « Un défaut caché qui décime les taxis ». Mais les rapports internes ont longtemps tardé à associer cet accident à la décision prise dans la salle de réunion 3 ans plus tôt. Le silence s'est installé dans les couloirs de l'usine, où chaque employé, à la pause café, jetait un regard furtif à la porte de la salle de contrôle. L'envie de parler grandissait, mais la peur d'une répercussion sur sa carrière retenait les mots. Et pendant ce temps, les taxis circulaient toujours, leur carrosserie affaiblie, leurs passagers inconscients du danger qui s'infiltrait sous les couches de peinture. Alors que les réparations d'urgence s'accélèrent, une nouvelle directive arrive du siège. Réviser le processus de collage et remplacer les joints défectueux d'ici la fin du trimestre, indique le mémo. Mais la question qui sommeille dans chaque atelier, chaque famille, chaque bureau, c'est: qui pourra réellement arrêter la propagation de ce fléau
avant que la prochaine couche de métal ne cède sous le poids d'un simple trajet quotidien. Vous avez déjà constaté comment un choix économique peut changer le destin d'une communauté ? Partagez votre point de vue dans les commentaires, racontez une histoire où le chiffre a parlé plus fort que la réalité. Votre avis compte. Et alors que les ingénieurs cherchent une solution technique, un autre problème surgit, signalé par les premiers techniciens qui remarquent une odeur inhabituelle dans les couloirs de l'atelier. Quelle est la source de cette nouvelle anomalie et que révèle-t-elle sur le véritable coût de la modification initiale ? Les premiers jours de l'hiver 95, les rues de Stuttgart se sont réveillées sous un voile de bave rougeâtre. Un jeune journaliste de Autobild, en suivant la trace d'une ambulance qui s'était arrêtée devant l'un des garages de la concession centrale, a découvert une rangée de berlines W124 aux courbes élégantes, dont les panneaux de porte s'effritaient comme du papier humide. Les photos, projetées en première page, ont fait trembler les cadres supérieurs comme un grondement sourd sous le plancher du siège. Le texte annonçait une « défaillance inattendue du revêtement extérieur » et rappelait que le modèle, vanté comme le symbole même de la longévité, se voyait déjà terni par une corrosion qui n'avait même pas atteint la douzaine de kilomètres. Dans les couloirs du siège à Munich, les directeurs de la division de finition ont d'abord tenté de réduire l'incident à un problème d'entretien local. « Nos clients doivent vérifier régulièrement le joint de porte », a déclaré le responsable de la clientèle en souriant, alors que les lignes de production affichaient en arrière-plan des chiffres de profit qui grimpaient toujours. Mais les appels affluèrent, des dizaines de réparateurs, des dizaines de taxi-drivers, des familles entières qui voyaient leurs économies s'éroder avec chaque soudure réparée. Les dossiers de garantie s'accumulèrent, les coûts se multiplièrent et la comptabilité commença à dresser des graphiques où la ligne de perte s'approchait dangereusement de la courbe des ventes. Parallèlement, à la petite ville de Zuffenhausen, le maître mécanicien Heinrich Keller, qui avait dédié sa vie à la maintenance des modèles de la marque, observait chaque jour la même scène. Le bruit sourd d'un marteau frappant le métal, le regard fatigué des techniciens qui découvraient, sous la carrosserie, des filaments argentés, les fameux molybdentés. Ces micro-organismes, nourris par l'humidité piégée dans la couche d'époxy, s'infiltraient dans les soudures, dessinant des chemins invisibles qui s'étendaient comme des veines. Keller, qui avait vu son père réparer des moteurs durant la guerre, sentait son cœur se serrer à chaque nouvelle découverte. Il écrivait à la direction, plaçant sur le papier le poids d'une vérité que les chiffres ne pouvaient pas cacher. Si la surface est compromise, le cœur du véhicule meurt avant même de quitter l'usine. Le conseil d'administration, alors que la pression médiatique montait, décida de lancer un programme secret, baptisé Projet Aurora. Des équipes de spécialistes, recrutées parmi les meilleurs soudeurs de la région, travaillèrent de nuit dans des ateliers éclairés au néon. Leur mission ? Renforcer les points de liaison avec un nouveau fil de soudure à haute teneur en nickel, sans toutefois admettre publiquement que la solution était de masquer un défaut de conception. Les réparations furent enregistrées comme des « optimisations de qualité » et les factures furent intégrées dans le budget de la mise à jour de l'équipement. Aucun communiqué officiel ne mentionna jamais les véritables symptômes, et les clients continuèrent à payer les frais de service, persuadés de contribuer à la préservation d'une légende. À l'autre bout du continent, les conducteurs de taxi à Tokyo, qui avaient choisi la W124 pour son moteur robuste et son habitacle spacieux, se retrouvèrent face à un dilemme. Chaque jour, leur véhicule parcourait plus de 200 km, sous la pluie torride de la ville qui intensifiait la corrosion déjà amorcée. Certains, comme Akira, décidaient de refuser la réparation coûteuse et de passer à des modèles plus récents, sacrifiant la fiabilité qui avait fait la réputation du modèle. D'autres, comme la jeune Yasuko, insistaient pour que les ateliers locaux appliquent des traitements d'étanchéité improvisés, même si ceux-ci n'étaient pas certifiés. Leurs familles, dépendantes des revenus du taxi, virent les factures s'accumuler comme des nuages noirs au-dessus de leur tête, et la tension monta dans chaque foyer, transformant chaque virage en une lutte pour la survie économique. En Afrique de l'Ouest, une flotte de taxis privés, achetés à prix réduit grâce à un programme d'exportation de véhicules de seconde main, subit le même sort. Les routes poussiéreuses, conjuguées à l'humidité tropicale, accélèrent la dégradation du revêtement. Les conducteurs, souvent peu formés au diagnostic,
ne remarquent que le bruit de la structure qui se fragilise, ignorant la cause microscopique qui les ronge. Leur commission, déjà maigre, s'évapore lorsqu'ils sont contraints à des réparations qui n'étaient pas prévues dans leur marge. Les communautés locales, qui dépendaient de ces services, ressentent un vide grandissant, comme un silence qui s'installe lorsqu'un bus ne revient plus. Alors que la marque tentait de contenir la crise à l'intérieur de son propre mur, le scandale s'élargit aux frontières du droit. Des groupes de consommateurs formèrent une coalition, invoquant la responsabilité du fabricant pour ce qu'ils qualifiaient de défaut de conception délibéré. Les avocats, armés de rapports d'experts qui décrivaient la présence de bactéries vivant dans les couches d'époxy, préparèrent des dossiers qui auraient pu éclater le tribunal de justice. La direction, en réponse, lança un programme de rappel volontaire, mais le processus fut ralenti par la complexité logistique de récupérer des centaines de milliers de véhicules disséminés sur plusieurs continents. Le calendrier des rappels s'étira comme une corde tendue, chaque jour supplémentaire augmentant le coût de l'opération et l'amertume des clients lésés. Le contraste se fit brutal. D'un côté, les reportages télévisés qui, sous les lumières de studio, décrivaient le véhicule comme une icône qui porte encore le poids de son héritage. De l'autre, les conversations étouffées dans les cafés de la ville, où les conducteurs se confiaient à leurs collègues, échangeant des anecdotes sur les pièces qui se détachaient sous leurs mains et sur les factures qui n'étaient plus payées. Le tableau devint un collage d'émotions, fierté ternie, colère contenue, résignation silencieuse, qui, comme une peinture à l'huile, montrait chaque nuance de la décadence d'un rêve de béton. Et puis, au milieu de cette tourmente, un détail surgit au plus fort du tumulte. Un ingénieur du service R&D, chargé de la prochaine génération de modèles, découvrit, en examinant les prototypes de la nouvelle plateforme, une anomalie dans la composition du nouveau polymère utilisé pour les joints. Cette découverte, négligeable à première vue, promettait de prévenir le même type de détérioration qui avait anéanti la W124. Mais la mise en production de ce polymère nécessitait un nouvel investissement, des cycles de tests supplémentaires et surtout, la volonté de parler ouvertement d'un problème que la marque avait tant cherché à étouffer. La question qui s'impose maintenant, à la lisière de l'histoire qui se fermait, est: la nouvelle génération acceptera-t-elle de sacrifier l'immédiat pour éviter le même sort, ou sera-t-elle condamnée à répéter les mêmes erreurs sous un vernis différent? Quel avis avez-vous sur la façon dont les entreprises traitent les compromis techniques face aux pressions financières? Partagez vos expériences ou vos réflexions dans les commentaires. Vos réponses pourraient éclairer les débats qui dépassent le simple monde automobile. Et alors que les techniciens s'apprêtent à ouvrir les panneaux du futur, une question se glisse dans les couloirs du laboratoire. Quel secret encore enfoui dans les archives de la première génération pourrait bien ressurgir et changer le cours des choses? Le W124 n'a jamais quitté le stade des souvenirs. Il parcourt aujourd'hui les artères de villes qui n'existent plus dans les cartes de l'époque où il a été lancé. À Tokyo, la silhouette argentée s'allonge sur le bitume humide. Le conducteur, Hiroshi, a hérité de la boîte à outils de son père, un mécanicien qui, avant de perdre sa licence, a passé 6 heures chaque soir à dénuder les soudures vieillies pour y déposer une couche de produits anti-corrosion improvisés. Le même soir, à Lagos, Amina, mère de 3 enfants, attend que le compteur atteigne le 100 000 km avant de pouvoir offrir à ses filles un nouveau uniforme scolaire. Elle sait que chaque vibration de la suspension rappelle les longues années où les pièces d'origine ont été remplacées par des refabrications bon marché, vendues sous le label Mercedes officiel. Loin de ces routes, à Stuttgart, l'ingénierie de rupture continue de s'écrire dans les salles de réunion où les dirigeants de la division durable évaluent le coût d'un rappel complet des châssis restant dans les entrepôts allemands. Les chiffres sur les écrans clignotent. 2 millions de corps de véhicules, dont un demi-million encore sous garantie, portent la même signature d'une décision prise il y a plus de 30 ans. La chaîne d'approvisionnement, aujourd'hui dominée par les alliages légers et les composites, regarde en arrière, consciente que chaque gramme économisé en 1991 a laissé dans les panneaux une micro-cavité prête à absorber l'humidité, à devenir le berceau silencieux d'une corrosion qui ne montre son visage qu'à l'aube d'une inspection. Dans les ateliers de Szczecin, les jeunes apprentis, les yeux rivés sur des manuels numériques,
découvre un protocole de diagnostic que l'on n'avait jamais enseigné aux nouvelles recrues. Un test d'infiltration par ultrasons destiné à détecter les pores invisibles qui se sont formés dans les sections en acier des cadres. Le chef d'atelier, Marek, raconte que le premier jour où il a vu les données, il a senti le poids d'une responsabilité qui ne venait pas de la modernité des outils, mais d'une erreur qui avait façonné la confiance du public pendant des décennies. Au même moment, dans les couloirs du musée de l'automobile de Munich, les conservateurs révisent la présentation officielle du modèle. Une plaque de verre a été ajoutée, portant la mention « Exemple de résilience face aux compromis technologiques ». Ce geste, intime et pourtant public, rappelle à chaque visiteur que le passé n'est pas un simple tableau figé, mais un terrain d'apprentissage où chaque défaillance laisse une trace tangible. Les familles, quant à elles, jonglent avec l'invisible. Le petit Ahmed, à 10 ans, a trouvé dans le coffre de son oncle une boîte de pièces détachées datant de l'an 1993. Il ne sait pas encore que ces pièces, forgées sous la pression d'un objectif de coût, contiennent encore le même époxy qui, à l'époque, nourrissait les microbactéries responsables du rongement du métal. Sa mère, Leïla, qui conduit le taxi depuis le matin, porte aujourd'hui un bracelet de suivi de santé, car les vibrations du moteur ont aggravé une arthrite chronique dont la médecine n'avait pas anticipé la progression. Leurs histoires, entrelacées avec celles de l'industrie qui les a créées, forment un réseau d'incidence où chaque décision économique se mesure désormais en heures de travail perdues, en journées d'absence du travail, en rêves qui se dissolvent dans la rouille. À l'échelle mondiale, la perte de confiance a accéléré un mouvement que les actionnaires n'avaient pas prévu. La conversion accélérée vers les véhicules électriques. Les chiffres de vente de voitures à moteur à combustion ont chuté, et les usines autrefois dédiées à l'assemblage du W124 ont été reconfigurées pour accueillir des lignes de batteries lithium-ion. Mais derrière le vacarme des nouvelles chaînes, un murmure persiste. Une série de châssis W124, stockés dans un hangar souterrain à Hambourg, aurait été scellés en 1994 pour éviter tout contact avec l'humidité. Les dossiers de la logistique indiquent que ces corps de carrosse n'ont jamais été réexaminés depuis et qu'un audit interne, prévu pour la fin de l'année, pourrait révéler que la même vulnérabilité qui a consumé des milliers de véhicules se cache toujours, prête à se réveiller lorsqu'une température inattendue déclenchera l'expansion du matériau. Ce qui demeure invisible aux yeux du consommateur est le coût réel d'une décision qui a privilégié les chiffres aux humains. Les conducteurs de taxi, les familles qui dépendent de chaque centimètre de route, les municipalités qui comptaient sur la durabilité du modèle pour leur flotte publique, tous portent aujourd'hui le poids d'une économie qui a choisi la rentabilité à court terme. La question qui se profile à l'horizon, à l'instar d'un phare dans la nuit, n'est pas seulement qui a sauvé le W124, mais quelle autre construction, invisible aux réglementations actuelles, attend son moment de vérité.